Je dissous donc ce soir Vive la République! l'Assemblée nationale. Vive la France! Démissionnerait pas avant 2027. Non, je tords le cou à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde. Il y a chez le président Emmanuel Macron une volonté forte de s'inscrire dans une tradition bonapartiste et gaulliste dite du coup d'État. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. À partir d'aujourd'hui, je prendrai au besoin directement les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Moi, je suis, vous savez, républicain. Les Françaises et les Français m'ont confié un mandat. Je l'ai sollicité pour la deuxième fois. Ils me l'ont confié pour la deuxième fois. Et je l'assumerai dans sa plénitude. Cette constitution de la Ve République, elle a de très nombreuses particularités. Et la plus emblématique, peut-être, c'est celle de constitutionnaliser la dictature. Ne parlez pas de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il faut bien se rendre à l'évidence que la démocratie française n'est pas plus libérale aujourd'hui que toute une série de régimes que nous appelons illibéraux. Bonjour, je m'appelle Eugénie Mériot, je suis maîtresse de conférences en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je travaille sur les rapports entre libéralisme et autoritarisme au prisme du droit constitutionnel comparé. Alors, est-ce que la séquence que nous vivons est un coup d'État? Pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur la notion de coup d'État, une notion assez ancienne qui nous vient, sans qu'il l'ait formulée de cette manière-là, de Machiavel. Dans l'histoire constitutionnelle française, nous avons des exemples de coups d'État. Le coup d'État de Napoléon Bonaparte, du 18 Brumaire 1799, qui met fin au Directoire et qui instaure le consulat, et le coup d'État de son neveu, donc la farce selon Marx, c'est-à-dire la répétition de l'histoire comme tragédie, le 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, qui met fin à la Deuxième République. Nous avons aussi, dans notre histoire constitutionnelle plus récente, un moment, celui de 1958, celui de la fondation de la Ve République, qui est très controversé chez les historiens. Certains historiens parlent de coup d'État pour instaurer la Ve République, coup d'État fait par le général Charles de Gaulle à l'époque, d'autres voyant dans l'instauration de la Ve République un dénouement à la crise algérienne qui n'est pas en soi un coup de force. Donc, sur ce premier élément, sur la naissance de la Ve République, la question se pose, s'agit-il d'un coup d'État? Et il y a ensuite ce qui instaure véritablement notre régime actuel, c'est le référendum de 1962 qui instaure l'élection du président de la République au suffrage universel direct. La gauche, quasiment à l'unanimité, avait parlé de coup de force, de coup d'État, et François Mitterrand avait publié en 1964 son livre « Le coup d'État permanent ». Ces différents exemples, que ce soit Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte ou le général de Gaulle à 2 reprises, ce sont ce qu'on peut appeler des coups d'État qui ont été légalisés a posteriori par le vote des Français via un référendum. Que ce soit pour Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte ou le général de Gaulle sur la Constitution de 58 et sur la Constitution de 62, on pourrait dire, eh bien, il y a eu un vote favorable à une très large majorité des Français. Ce qui invite à se poser la question suivante, est-ce que les Français sont des adeptes du coup d'État? En tout cas, que se passe-t-il avec la figure d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron s'est déjà positionné à de multiples reprises sur son héritage, l'héritage dont il se revendique, qui est celui des Bonaparte et du général de Gaulle. Il avait donné une très très célèbre interview en 2017 lorsqu'il était candidat, où il parlait des moments napoléoniens et gauliens, et depuis un vide qu'il appelait à incarner, et il demandait aux Français de lui donner les suffrages pour ce faire. Donc il y a chez le président Emmanuel Macron une volonté forte de s'inscrire dans une tradition bonapartiste et gaulliste dite du coup d'État. Donc je pense que c'est le premier élément qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on parle de coup d'État. Il y a en effet une tradition très forte dans laquelle Emmanuel Macron cherche à s'inscrire de coup d'État en France. Mais est-ce que le coup d'État, une fois validé a posteriori par le vote de Français, est toujours un coup d'État? En tout cas, selon les mots de Bonaparte, à partir du moment où les Français ont ratifié le coup d'État, eh bien,
Comme il l'a dit, je ne suis sorti de la légalité que pour y rentrer immédiatement. Le vote des Français vient de m'absoudre. Cette constitution de la Ve République, elle a de très nombreuses particularités et la plus emblématique, peut-être, c'est celle de constitutionnaliser la dictature, de constitutionnaliser le coup d'État via l'article 16, qui est un article qui donne au président de la République les pleins pouvoirs qu'il peut exercer dans le domaine administratif, dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire. Ce sont des pouvoirs extrêmement étendus, sans aucun garde-fou, le seul garde-fou étant l'interdiction de dissoudre l'Assemblée nationale pendant cette période. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le recours à l'article 16 dans un arrêt très connu, Rubin de Servins. Il a considéré que ce recours à l'article 16 était un acte de gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'est pas justiciable. On peut imaginer que le Conseil constitutionnel suive en cela, dans une certaine mesure, la jurisprudence du Conseil d'État s'il devait être saisi à l'avenir. Ce qui est particulier dans cet article 16, c'est que contrairement à la dictature romaine, par exemple, dans l'article 16, c'est la même personne qui prend la décision de décréter l'état d'urgence ou les pleins pouvoirs, l'article 16, et qui s'octroie les pleins pouvoirs dans un même temps. Alors que dans les autres régimes parlementaires, premièrement, il n'y a pas d'équivalent de l'article 16 aussi étendu, mais surtout, il y a une différenciation entre l'organe chargé de décréter l'état d'urgence ou l'état d'exception et l'organe chargé de l'exécution, de la mise en œuvre des pleins pouvoirs. Et nous avons d'autres particularités de cette Constitution. La dissolution est une anomalie parmi les régimes parlementaires, en ce que dans la plupart des régimes parlementaires, pour ne pas dire l'intégralité des régimes parlementaires, c'est le Premier ministre qui dissout, même si nominalement ça peut être le chef de l'État, mais c'est le Premier ministre qui dissout, et il dissout avec parcimonie, étant donné que lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale, il remet son poste de Premier ministre en jeu, étant entendu qu'il est un parlementaire lui-même. Alors que le président de la République, lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale en France, il ne remet pas en jeu son mandat de président. Et c'est là la grande anomalie de notre système, qu'il s'agisse des systèmes parlementaires, mais aussi des systèmes dits semi-présidentiels, c'est-à-dire les systèmes qui ressemblent plus à notre système, comme la Russie par exemple, où on a un président très puissant qui est élu directement par le peuple. Eh bien, cette dissolution n'est pas discrétionnaire. Et ensuite, dans les régimes présidentiels, alors là, il n'y a pas de dissolution du tout. Donc cette arme de la dissolution, l'article 12 de notre Constitution, c'est là que réside aussi une grande anomalie de notre Constitution qui, dans une certaine mesure, constitutionnalise une forme de pouvoir de coup de force donné au président de la République. Et d'ailleurs, toute notre histoire constitutionnelle, on pourrait la résumer en quelque sorte à l'histoire de la bataille du Parlement contre le droit de dissolution du monarque. Que ce soit après la Révolution française, à retirer au monarque le droit de dissolution, justement pour rompre avec l'Ancien Régime. Et ensuite, l'histoire des restaurations monarchiques a été l'histoire de la restauration du pouvoir de dissolution, remis en cause et contesté par le Parlement, jusqu'à ce que, in fine, la République s'impose sous la Troisième République avec la fin du droit de dissolution du chef de l'État. À l'époque, c'était en 1877. Et depuis, le pouvoir de dissolution est revenu en 1955 et puis surtout avec la Ve République en 1958. Donc ces deux articles-là, l'article 16 et l'article 12 de dissolution de l'Assemblée nationale sont les deux moyens constitutionnels qu'a le président de la République pour imposer des coups de force. L'un, beaucoup plus dangereux, c'est l'article 16 que l'autre. Mais enfin, ces deux articles constitutionnalisent le coup de force. Donc nous avons déjà cette première caractéristique de notre Constitution qui est en elle-même une forme de coup d'État permanent, comme l'avait dit François Mitterrand. Maintenant, sur la séquence que nous vivons actuellement, il n'y a aucun doute sur le fait que la dissolution décidée par le président de la République le 9 juin dernier était contraire à une lecture parlementariste de nos institutions. Ce n'était pas contraire à la lettre de la Constitution, puisque ce pouvoir est discrétionnaire. C'était contraire à l'esprit de la Constitution si on considère que l'esprit de la Constitution était d'être une démocratie parlementaire. Mais évidemment, il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que la Ve République, en elle-même, c'est une constitution monarchique. Donc pour cela, la dissolution monarchique du 9 juin était complètement conforme à l'esprit monarchique des institutions.
La pratique du pouvoir par M. Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir, s'inscrit dans une continuité avec celle de ses prédécesseurs qui ont utilisé l'état d'urgence pour gouverner. M. Emmanuel Macron a été élu dans une période d'état d'urgence, puisque de 2015 à 2017, nous avons vécu sous état d'urgence et que les principales mesures de l'état d'urgence ont été pérennisées dans le droit commun avec la loi SILT du 30 octobre 2017, qui a été une des grandes premières lois du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce paradigme de l'état d'urgence se diffuse dans l'ensemble de notre droit commun et vient restreindre les libertés publiques. Nous avons de multiples exemples de cette restriction grandissante des libertés publiques qui entraîne notre démocratie française vers une démocratie de type illibéral, c'est-à-dire un régime dans lequel le suffrage universel fonctionne toujours, mais les garde-fous, les contre-pouvoirs et les libertés publiques sont de plus en plus menacés. Ce que j'ai essayé de faire dans la plupart de mes écrits, en tout cas mes 2 derniers livres, Dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation, et Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence, c'est la manière avec laquelle l'état d'urgence travaille les démocraties libérales de l'intérieur. Et cet état d'urgence est toujours en tension avec l'état de droit et vit des périodes de flux et de reflux. Et ce que nous observons à travers le monde, celle d'un reflux global de la démocratie, n'épargne pas la France. Nous avons une généralisation du paradigme de l'état d'urgence depuis les attentats du 11 septembre jusqu'à la pandémie de Covid, mais c'est une généralisation que l'on peut faire remonter à beaucoup plus loin. Cette généralisation mine les démocraties libérales de l'intérieur et il faut bien se rendre à l'évidence que la démocratie française n'est pas plus libérale aujourd'hui que toute une série de régimes que nous appelons illibéraux. Donc il faut être capable de comparer des régimes politiques occidentaux et non occidentaux pour voir les similitudes en termes de trajectoire et surtout bien se garder de penser que la dictature, ça n'arrive qu'aux autres.